Il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme du même nom, c'est-à-dire Pangloss, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Peut-être que vous connaissez leur site parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'O'Reilly, donc vous pouvez voir quelques-uns des chefs-d'œuvre ici. Mon préféré, c'est Moving Fast et Breaking Things, Just Put the Technical Debt on my Credit Card. Et ces bouquins sont bien sûr les livres de chevet de Maître Pangloss. Et peut-être que vous connaissez leur site, vous l'avez peut-être déjà vu, en fait non, mais Candide est vraiment très content de la UI parce qu'il la trouve simple et intuitive, notamment l'utilisateur, quand il a créé son compte, il n'a pas eu besoin de se casser la tête pour trouver un mot de passe puisque 3 lettres suffisent. Donc une fois logué, on a l'ensemble des ouvrages qu'on peut acheter sur cette plateforme, mais là où Candide est vraiment très content, c'est le positionnement clair sur le marché de Pangloss, et c'est pour cela qu'ils vendent aussi des consoles vintage. Consoles dont Candide raffole, mais il aime surtout les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez acheter quelque chose sur cette plateforme, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la petite icône en bas à droite de l'item que vous voulez. Et une fois dans le panier, on entre son adresse. Voilà. Et en cliquant sur Purchase, c'est fait. On arrive sur une page récapitulative de commandes qui servent à de joyeux lutins à préparer le paquet et à vous l'envoyer chez vous. Donc Candide et Pangloss espèrent vous voir très bientôt sur leur site pour vous rendre heureux à travers vos achats. Merci. Donc, comme vous le devinez, je ne travaille pas pour Pangloss, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech lead à la Société Générale. Je suis aussi fondateur d'une communauté sur Paris qui s'appelle Craft Record, qui aide les gens à devenir speaker en conférence. Même si Paris c'est un peu loin, on a quand même une chaîne YouTube. Donc, si vous avez des informations, faites craftrecord.org. Et je suis aussi membre de la fondation OWASP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas OWASP... Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise sur les best practices de sécurité et qui met à disposition des outils open source et gratuits d'utilisation qui vous aident à renforcer la sécurité de vos apps. Et si je suis devant vous aujourd'hui, eh bien c'est pour qu'on discute des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on développe des logiciels qui malheureusement amènent à des véritables failles de sécurité. Ces erreurs, on va les voir à travers l'application Pangloss. Et bien sûr, je vais vous démontrer ces failles de sécurité en faisant une live hacking session. Et vous inquiétez pas, on verra comment on se prémunit de tout ça. Donc l'application, elle est divisée en 2 parties. Il y a un back-end en Java Spring Boot 1.5 et un front-end en Node.js Angular. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas de Java ici, ou de Kotlin, etc. Sinon, tout le reste font du Spring. Ouais, qui fait du Spring? Bon, ça va. Donc c'est pour ça qu'on va voir tout de suite comment se faire pogoter bien comme il faut. Donc, un jour, Candide, en discutant avec un de ses amis, apprend qu'il existe un espèce de nom d'utilisateur magique qui permet de se loguer sur pas mal de plateformes sans même avoir spécifié de mot de passe. Alors, il est très dubitatif, mais il demande à son ami, mais quel est ce nom d'utilisateur magique? Il lui donna celui-ci. Tout le monde voit ce que c'est? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Candide décida d'essayer ça sur sa propre plateforme parce qu'il dit c'est vraiment bizarre comme truc, comment c'est possible que ça fonctionne? Donc, il copia ce nom d'utilisateur magique, retourna sur la mire de login, tac, hop, je me délogue, on entre ce nom d'utilisateur magique, on ne spécifie pas de mot de passe, et là, ça ne fonctionne pas. Ouais, merci, il y en a qui suivent et qui connaissent le truc. Merci beaucoup. J'ai mal copié le truc. Donc, patatras, ça fonctionne. Et en plus, on n'est pas logué avec n'importe quel compte, mais comme vous pouvez le voir, c'est avec celui de l'administrateur. Mais comment tout cela est possible, se demanda Candide. Il décida d'aller dans le code, parce qu'il se dit que c'est là où il va trouver la vérité, et notamment comme on fait du Spring Security dans l'Authentication Provider. Et vous pouvez voir ici, même si vous ne faites pas de Spring, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui sont agnostiques du langage, et même des frameworks. On s'authentifie auprès d'une base de données. Vous voyez une super table users dans laquelle on a les mots de passe et les usernames, c'est du SQL. Et ici, vous avez une magnifique requête SQL qui a été construite au moyen de concaténation des user inputs. Donc au début, et cette requête, bien sûr, est dédiée à l'authentification des utilisateurs de la plateforme. Donc Candide ne comprend pas trop comment cela fonctionne, mais il a eu quand même l'idée d'inliner directement, et je vais le copier d'abord parce que je sais qu'il me manque un truc. Tac. Voilà.
d'inliner directement ce nom d'utilisateur magique, eh bien, directement à la place du nom ici, comme ça. Et là, tout devint plus clair, en fait. Parce que ce nom d'utilisateur magique, ça ressemble beaucoup à un fragment de requête SQL. Et comme ici, on représente notre requête SQL que par un string, on n'a aucun moyen de savoir côté justement SQL, faire la distinction entre le template de requête et ses paramètres. Ce qui fait qu'en injectant comme ça dans un des paramètres un fragment de requête SQL, on a changé la nature de cette requête. C'est ce qu'on appelle une SQL injection. Donc si maintenant on résout un peu cette requête, tout ce qui est après le double dash, là, eh bien, c'est un commentaire en SQL, donc ça dégage. Donc c'est bien, plus besoin de password pour s'authentifier. Ensuite, la where clause, elle finit par where 1 égale 1, ce qui est toujours vrai, donc toute la where clause dégage. Et au final, on a select all from users limit 1, ça va nous renvoyer le premier utilisateur de base de données, et malheureusement, c'est l'administrateur. C'est pour ça qu'on était logué avec ce compte. Donc, horrifié, Candide se demanda mais comment on peut faire pour se prémunir de ce problème? Et heureusement qu'il trouva ce qu'on appelle les paramétrages query. Alors qu'est-ce que c'est? Au lieu de faire ces concaténations barbares, on va utiliser un placeholder, qui est ici un point d'interrogation, et par interpolation, on va y injecter les user inputs, qui viennent de la mire de login. Donc ici, le nom et le mot de passe. Et comme ça, grâce à ce moyen, côté SQL, on peut faire une distinction entre les paramètres et la requête, et même si maintenant on continue à mettre des fragments de requête SQL, ce n'est plus censé être interprété comme tel. Du coup, là, j'ai redémarré l'app, je vais me remettre sur la mire de login pour voir si ça a corrigé mon problème. Hop, je recolle mon utilisateur magique, j'ouvre les Developer Tools. Alors peut-être que vous avez noté un truc là, non? Non? Personne? Personne? Non? Pourquoi j'utilise Edge à votre avis? Bon, c'est pas grave. Alors, je vais cliquer sur Login. Ah, attendez, pardon, j'ai oublié. Si, je l'ai fait. Je clique sur Login. Et maintenant, je ne suis plus capable de me loguer. J'ai un unauthorized sur post, sur le /login. Donc maintenant, je suis safe. Donc, à chaque fois que vous construisez des requêtes et que vous concaténez des user inputs dedans, vous offrez en fait aux hackers des véritables interpréteurs de commandes en remote. Et ça marche quelle que soit en fait la technologie. Vous faites du MongoDB, NoSQL, c'est pareil. Donc utilisez systématiquement les équivalents des paramétrages query, c'est super important. Donc tout ça, ça fait beaucoup réfléchir Candide. Et il vient de prendre conscience que les hackers étaient capables de faire des choses dont il n'avait même pas aidé sur sa propre application. Ouais, dégage de là. Et il sait très bien que dans l'application Pangloss, eh bien, ils stockent les mots de passe de leurs users, comme vous venez de le voir. Et il se dit, j'ai pas forcément envie que les hackers, par un moyen magique que je ne connais pas, soient capables de récupérer ces mots de passe. Au moins, s'ils sont capables de les récupérer, je veux faire en sorte qu'ils ne soient pas capables, eux, de les exploiter. Alors il expliqua tout ça à son maître Pangloss, qui lui dit qu'en fait, il s'inquiète pour rien, parce que dans l'application, il sécurise les mots de passe, parce qu'il les hache avant de les stocker. Ah bon, lui dit Candide, j'ai pas vu ça, moi, dans le code. Qu'est-ce qu'on utilise comme fonction de hachage? Il expliqua qu'ils utilisaient la fonction la plus répandue dans l'industrie, qui est... Non, c'est pas MD5. C'est pas SHA-1. C'est le HRE. Vous connaissez pas ça? Human Readable Encryption, qu'on appelle aussi le clear text. Et les plus grands du web l'utilisent. Ça, c'est un article du mois de mars où on apprend que Facebook stockait des centaines de millions de mots de passe en clair. Donc si vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis mars, je vous conseille de le faire. En réalité, il ne les stockait pas en base en clair, mais il les loguait dans leur système de monitoring en clair, ce qui n'est pas forcément mieux puisque tout le monde avait accès chez eux à ce truc-là. Alors peut-être que ça fait marrer certains, mais jamais personne ici n'a créé une classe user, a mis un champ password, utilisé la longbox, où généra automatiquement son toString, et passa cet objet user à un logger plus tard. C'est jamais arrivé à qui que ce soit. Très bien, un petit peu d'anachronisme maintenant, on retourne en 2014, et à ce moment-là, en fait, Candide s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Qui connaît Ashley Madison? Il y a des gens qui osent lever la main. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugal, à croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec Cunégonde. Alors, au début, il n'était pas très chaud pour s'inscrire, il avait surtout peur que ça se sache, pour des raisons évidentes, il ne voulait pas que ça se sache. Et
par de grands raccourcis. Pangloss lui expliquait encore qu'il se prenait trop la tête, parce qu'il connaît des développeurs chez Ashley Madison, et dans la manière dont il stocke les mots de passe dans la base, c'est une grosse fonction d'hachage un peu compliquée qui commence par du MD5. MD5, ça sonne compliqué, me voilà rassuré, c'est dit Candide, et il s'inscrit sur le site. Mais un an plus tard, les hackers se sont pris à la pauvre Ashley. Ils ont récupéré la table des mots de passe. Bon, ils ont récupéré d'autres trucs, hein, enfin, c'était déjà la merde, mais on va voir que les mots de passe. Et vous allez me dire, bon, c'est pas grave les mots de passe. Enfin, d'ailleurs, jamais personne n'utilise le même mot de passe partout. Hein, mais bon, bref. Bon, bref, c'est pas grave là, les mots de passe, ils sont hachés. Oui, c'est vrai, ils sont hachés. Et vous savez que quand vous hachez un mot de passe, c'est du one-way, vous pouvez plus rien faire avec ce condensat derrière. Mais au grand dam de Candide, il a appris que les hackers, aidés des arcs-en-ciel eux-mêmes, étaient capables de récupérer les mots de passe en clair. Alors je ne parle pas d'arc-en-ciel, enfin pas les vrais, mais en sécurité on a ce qu'on appelle les rainbow tables. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, il faut voir ça comme une espèce de grosse table avec plein de haches précalculées qui nous sert comme reverse function et ça nous permet de récupérer du clear text. Alors c'est des fois le clear text original ou des clear text qui collisionnent sur le même hash. Et ça marche très bien avec MD5, SHA-1, SHA-2. Et je vais même vous montrer un truc. Donc là, je vais hacher, tac, une fonction de hachage SHA-256. Là, je vais mettre un mot de passe, palais des congrès. Les congrès. J'espère que ça marche, hein, parce que j'avais testé. Tac. Ouais. Donc là, je vais récupérer le hash, SHA-256. Et maintenant, je vais aller dans une rainbow table. Oui. On me bloque la rainbow table. Merde. Ce site n'est pas sécurisé. Alors, il doit y avoir un routeur qui m'interdit de le faire, parce que c'est pareil, hein, dans ma boîte, je n'ai pas le droit d'accéder à ce truc-là. Mais vous pourrez essayer, c'est marrant, parce qu'on récupère le mot de passe en clair du SHA-256 que je viens de vous donner. Maintenant, il faut me croire sur parole, mais c'est pas grave. Donc, Candide a appris de la manière la plus difficile qui soit, par un divorce, que MD5 et même voire jusqu'à SHA-256, c'est pas assez sécure pour stocker des hashes de mots de passe. Donc, il se demanda, mais comment faire, parce que j'ai pas forcément envie que mes propres utilisateurs aient les mêmes déconvenus sur mon app que moi, et trouva un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Bcrypt a une particularité qu'a pas SHA-256, et je vais vous la montrer à partir de ce petit programme. Alors, j'utilise du Spring Security, mais ça existe dans plein de frameworks différents, quel que soit le langage. Là, j'ai un Bcrypt Password Encoder. Là-dedans, là, j'ai la liste des mots de passe de l'application, et surtout, dans ces mots de passe, en fait, il y a celui d'administrateur et jamais vous allez deviner lequel c'est. Voilà, c'est pas difficile. Ces mots de passe, je vais les hasher 4 fois chacun au moyen de l'encodeur Bcrypt. Ici, je prends le mot de passe en clair, je récupère l'encoded password, qui est le hash en fait, et je vérifie qu'il matche bien par l'encodeur, encore une fois, qu'il matche bien avec le mot de passe en clair. Vous allez vous demander peut-être pourquoi je fais ça 4 fois pour chacun des mots de passe. Alors c'est le même mot de passe que je hash 4 fois. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, Bcrypt n'est pas du tout prédictif. À chaque itération, pour le même input, on va avoir un output différent. C'est parce qu'il y a de manière built-in, Bcrypt embarque un salt, ce qui n'est pas le cas de SHA-256. Mais vous pouvez faire manuellement du salt avec SHA-256, mais c'est juste qu'il faut le faire explicitement. Mais là, Bcrypt le fait pour vous en automatique. Ce qui fait que si vous laissez, c'est très difficile en fait de faire une rainbow table sur ce genre d'algorithme. Et on revient à la complexité d'un brute force, si on veut craquer un mot de passe comme ça. Ce qui fait que des mots de passe très courts comme PWD, il faut toujours oublier, hein, parce que ça se craque très vite en brute force, ou des mots de passe comme admin, que jamais personne ici n'a utilisé en prod pour du Kibana, Grafana ou quelque chose d'autre, qui est lui vulnérable à une attaque de type dictionnaire. Donc Candide se dit, je vais quand même changer la manière dont j'enregistre les mots de passe de mes users en base, et il alla faire ça dans le script qui est dédié à ça. Donc on va l'ouvrir. Il s'appelle data.sql, il bootstrap les users. Vous pouvez voir qu'il faisait du HRI, hein. On voit que tout est en clair ici dans les mots de passe. Et tac, il les enregistre en Bcrypt maintenant. Alors malheureusement, ça ne marche pas de manière built-in avec SQL. Il va falloir qu'on change un peu notre intégration. Donc on va oublier le Authentication Provider Custom qu'on avait fait à la main au début, et on va aller dans la Web Security Config, et ici, on va utiliser, alors désolé, ça c'est du pure Spring, une intégration built-in qui est la JDBC Authentication,
pouvez voir déjà que Spring fait les choses bien parce qu'il nous force à utiliser un paramétrage query pour récupérer les users, ce qui fait qu'ils ne sont pas vulnérables à une SQL injection sur l'authentification, et on positionne l'encodeur bcrypt qui nous intéresse. En fait, l'encodeur bcrypt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que l'user input qui est donné dans la manière de login match, en fait, donc ça c'est du clear text, va matcher ce qui est stocké haché dans la base de données. Je viens de redémarrer l'application, donc on va vérifier que ça fonctionne, enfin que je ne suis plus vulnérable à une... Qu'est-ce que j'étais en train de vous montrer là? Bcrypt? Non, en fait vous n'allez rien voir, enfin, c'est juste qu'il faut que je suis toujours capable de me loguer. Sinon ça veut dire que l'intégration ne fonctionne pas, et ça marche, tant mieux. Donc maintenant les mots de passe sont stockés hachés avec bcrypt en base. Donc tant qu'on est là, j'aimerais vous présenter le meilleur ami du hacker. C'est la petite touche F12 sur votre clavier. Parce que ça ouvre les Developer Tools. Et grâce aux Developer Tools, ils vont être capables de voir tout ce qui se passe sur le réseau. D'ailleurs, il faut que je réinitialise mon... Tac. Attendez, je vais le rouvrir parce que je trouve que le zoom est un peu hardcore, mais c'est pas grave. Donc ça leur permet de voir tout ce qui se passe sur le réseau. Et les hackers, ils connaissent bien REST, ils connaissent bien HTTP, ils savent très bien que si on a un endpoint qui s'appelle item, ça va permettre de récupérer les items qu'on veut acheter sur le site. Et si on fait un get/item/id, on va récupérer l'item. Mais ce serait plus drôle de faire un delete de /item/id, parce que c'est censé le supprimer, quoi. Alors, ils vont aller au culot comme ça, ils vont se dire, bon, on va voir si ça marche. Donc pour ça, je vais avoir besoin de récupérer l'ID d'un item. Tant mieux, j'en ai un là. Expert Excuses for Not Writing Unit Tests, c'est un super bouquin, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Je connais des experts dans ce domaine. Et il correspond en fait à la girafe qui est ici à gauche. Alors j'ai préparé la requête dans Postman, donc j'ai mon delete que vous voyez ici, j'ai mon ID qui est là, et pour vous montrer que je ne triche pas, j'utilise un utilisateur standard. Donc j'envoie ça. Hop, j'ai un statut 200 et le contenu de la ressource. Donc ça veut dire que théoriquement, j'ai supprimé la ressource de la prod. On va rafraîchir ici et on va voir que la girafe, eh bien, elle a disparu. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper commun en sécurité. En fait, nos amis, quand on leur a demandé de développer la feature, ils y sont allés de but en blanc, ils ont appelé dans le contrôleur le repository, ils ont fait delete de l'ID, ça marche. Ils ont oublié de penser aux personas. Et les personas en sécurité, les personas, ça ne sert pas qu'à la UX, ça sert aussi en sécurité, et ça vous permet d'identifier à qui est destinée une feature. S'ils avaient pensé aux personas, ils se seraient dit, mais est-ce qu'on va laisser un utilisateur standard faire ça? Non, il n'y a que les administrateurs. Ce qui manque ici, c'est l'access control layer, de vérifier bien que l'utilisateur qui essaye de faire ça a bien le droit de le faire. Donc là, c'est du Spring Security. Je vais juste vérifier en AOP que l'utilisateur qui est connecté a bien les autorités d'admin. Encore une fois, ça peut paraître vraiment tout bête, mais c'est très commun que les gens ont tendance à oublier ça. Et des fois, on expose des choses sur le réseau un peu plus tard, et c'est du code métier qu'on avait codé un petit peu avant, et on oublie en fait de faire les vérifications nécessaires. Donc là, hop, on va voir si je suis toujours capable de supprimer avec l'utilisateur standard. Eh ben non, 403 forbidden, access denied, je n'ai plus le droit, tant mieux. Mais c'est pas là où l'histoire s'arrête en fait. Parce que je vais vous parler de Kakambo. Et Kakambo, eh bien, c'est un administrateur de la plateforme, et ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'augmentation. Et les annual reviews viennent de passer, et je vous laisse imaginer comment ça a été, puisqu'il décide d'aller en prod, utiliser son compte d'administrateur, et on peut voir très bien que c'est lui, hein. Ils sont plusieurs admins, hein. Et il décide d'aller supprimer le best-seller de la prod. Les jours passent, on se rend compte qu'on perd énormément d'argent, enfin qu'on ne gagne pas autant d'argent que d'habitude, c'est bizarre. Tiens, le best-seller n'est plus en ligne, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Candide et Pangloss se disent, on va aller dans la log, parce que c'est sûrement là qu'on va trouver la vérité. Et dans la log, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a le timestamp d'une action, la nature de l'action, on a bien le body delete là, avec le code HTTP, mais aucun moyen de savoir qui a fait quoi. Donc ils vont aller voir tous les admins de la plateforme, parce que dans le code, il n'y a qu'eux qui sont capables de supprimer un item, et tout le monde nie. Donc Kakambo qui n'a aucun intérêt de dire la vérité. Ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle la répudiation. La capacité qu'a un utilisateur, en fait, de nier qu'il a fait quelque chose. Et c'est important, du coup,
qu'à chaque fois qu'une action utilisateur est faite, qu'on soit capable de ramener l'information de l'utilisateur avec cette action pour ce genre de situation. Ce qui manque ici, c'est vraiment tout bête. En fait, je vais rajouter l'information du user. Donc, pourquoi il y a Docker ? Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans la configuration de l'app et dans mes... oui, c'est pas ça. Tac, application. Oui, moi je me suis trompé de raccourci, c'est pas grave. Tac, et là, je vais rajouter dans mon access pattern, eh bien, le user ID. Et le user ID et non pas le username, est-ce que vous savez pourquoi ? Oui ? Ah non, c'est pas à cause de ça en fait, parce que, enfin, même avec le username, tu aurais le même problème. En fait, c'est à cause de GDPR. Maintenant, avec GDPR, si un utilisateur vous dit « oubliez-moi », vous êtes censé supprimer toutes ces données personnelles de votre système. Si vous avez ça partout dans les logs, comment vous faites pour supprimer les logs de ce user en particulier ? C'est vraiment très compliqué. Si vous utilisez un user ID, vous allez pouvoir l'anonymiser en base et conserver vos logs. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser des emails ou d'autres informations personnelles en tant que user ID. Donc là, tac, j'aurais dû le faire en vous parlant, mais c'est pas grave, je vais réitérer mon attaque et on va bien voir qu'on a les ID d'utilisateurs, je ne suis pas dans la bonne fenêtre, qui vont s'afficher maintenant dans la log. Pendant que ça s'affiche, il y a quand même un autre problème, c'est qu'on a plusieurs administrateurs qui partagent le même compte. C'est pas bien parce qu'on va avoir encore une fois des problématiques de répudiation. Il faut s'assurer qu'on ait des comptes différenciés par chaque utilisateur. Donc là, vous voyez, on a les user ID, on est content. Fin de la partie facile, on va muscler un peu le jeu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font de l'XML en prod ? Oui, il n'y a pas de honte à faire l'XML. Hein. Des gens qui se disent « Oh, il y a encore des gens qui... » Alors, tout le monde connaît XML au moins ? Ouais, bon, c'est bien. Alors, pour des soucis d'interopérabilité, l'application Pangloss s'interface avec des systèmes legacy qui, eux, ne consomment que l'XML, donc ils ont dû exposer en fait leur endpoint en XML. Ici, j'ai ma requête, donc en XML, qui me permet de récupérer l'ensemble de mes items en positionnant ici une catégorie ID, donc je veux tous les items qui sont liés à books, et vous allez voir que je récupère tout en XML, on est content. Le hacker, donc là ce que je vais vous montrer au début, c'est pas forcément lié à du XML, le hacker, il va faire un petit peu comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a joué avec, comment s'appelle, la méthode HTTP, là on va jouer avec le payload. Ils vont se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer si là, au lieu de mettre un ID de catégorie qui existe, je mettais n'importe quoi. Je me suis dit, bah, il y a de fortes chances que ça crée un problème sur le back. Donc on va voir, tac, ils vont regarder comment se comporte le back. On a bien une bad request, alors jusque-là on se dit c'est assez bien designé d'un point de vue REST, no item found for category, blablabla. Bon, pas de problème. Mais on a quand même une information importante pour le hacker. C'est le fait que là, dans le retour, on lui a renvoyé exactement ce qu'il a donné ici en paramètres. Et le hacker, il sait très bien que si vous ne faites pas d'input validation, ou que vous n'avez pas mis d'autres mécanismes en place, il va pouvoir vous faire des trucs sympas avec votre application, avec une feature qui vient d'XML qui s'appelle les external entity. Qui connaît l'external entity ? Il y a peu de gens qui connaissent, et pourtant c'est une super feature d'XML. Si vous n'avez pas connu ça, vous allez complètement passer à côté d'XML en fait. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. J'ai réécrit la requête ici, sauf qu'au lieu d'utiliser une valeur ici pour ma catégorie ID, j'utilise une référence. Et comme on voit que c'est une référence, ça commence par un commercial, ça finit par un point-virgule. Cette référence, en fait, donc, elle réfère ici à mon entité, dans un DTD, qui s'appelle file, c'est complètement arbitraire comme nom. Un type qui n'est pas arbitraire du tout, système, il y en a d'autres, mais on verra que celui-là. Et ici, un string qui, en fait, dénote d'un pass sur la machine distante qui, en fait, correspond à mon script qui bootstrap les users en base de données. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer ça à mon back ? Bon, déjà, on se dit, une catégorie qui s'appelle comme ça, il y a de fortes chances que ça n'existe pas, donc on va avoir une erreur. Donc, on va regarder, tac, on a bien une bad request, parce que là, tout va bien. Ensuite, vous vous rappelez, on a un message d'erreur. No item found for category. Et après, d'habitude, on a le nom de la catégorie, enfin l'ID de la catégorie. Et bien là, il a inliné le contenu du fichier.
C'est super les external entities en XML. Hein. Il y a un autre truc qui s'appelle XML bomb, mais si je le fais, je pète mon PC. Avec les external entities. Et heureusement que Candide, tout à l'heure, a haché les mots de passe, hein, parce que sinon, on les aurait en clair ici. Alors c'est pour ça que ces scripts-là, il ne faut pas les stocker avec vos softs, parce que dès qu'il y a un truc à côté du binaire, ils seront capables de le récupérer. C'est aussi pour cela, notamment, que lorsque vous écrivez de la conf, et notamment, là, je vais dans l'application.yml, quand vous configurez application, merci, .yml, quand vous configurez votre soft, il faut éviter de stocker des mots de passe en clair. Ou bien le pass de votre clé privée de votre connexion SSL, parce qu'ils vont la récupérer aussi. Donc il ne faut pas mettre ça dans votre conf. Il vaut mieux utiliser des applications comme HashiCorp Vault qui vont bootstrapper ça de manière sécurisée à votre app, et vous ne stockez plus ça dans votre conf, s'il vous plaît. HashiCorp, je ne vais pas vous montrer comment ça se met en place, c'est un peu long. Vous aurez un lien dans mes slides. Là, on va voir comment on n'inline plus ici le contenu du fichier. Donc comment se prémunir d'une XXI attaque, une XML external entity. Alors, on va aller regarder le code en fait, qui initialise mon serializer XML. Tout le monde sait ce que c'est qu'un serializer? Ouais? Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'XML mapper et qui font du Jackson, c'est la même chose qu'un object mapper, mais pour de l'XML. Pour ceux qui ne connaissent pas Jackson, c'est comme du JaxB, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez des choses suspectes dans ces lignes? Non? A priori, il n'y a rien de suspect, effectivement. Mais le problème, c'est qu'un serializer XML, ça s'appuie sur un parseur XML. Et tout bon parseur se doit d'implémenter la norme, dont ces trucs-là qui s'appellent les external entities. Donc, il faut explicitement les désactiver, comme ça. Je dis, bah non, moi je veux pas ce truc-là. Alors, il faut savoir que certains parseurs, dans leur dernière version, ont décidé de désactiver ce truc-là par défaut et sortir de la norme, en se disant que de toute façon, pourquoi on a inventé un truc pareil? Ça sert, à part pour vouloir se faire hacker, on ne voit pas trop d'utilisation. Mais le vrai problème, quand vous faites du Spring, c'est ça. Et c'est pareil si vous faites New Object Mapper. Parce que Spring, en fait, vous met à disposition un Jackson to Object Mapper Builder qui dispose de deux méthodes, XML et JSON, qui sont des factories de XML Mapper et d'Object Mapper. Et si j'avais utilisé ce truc-là, vous allez voir que Spring avait fait les choses bien parce que eux, by design, ils désactivent les external entities. Donc, utilisez au maximum les intégrations Spring. Quand vous faites du Spring, bien sûr, sinon, ça sert à rien. Donc là, on va réitérer l'attaque. Et là, vous voyez déjà, j'ai un statut d'erreur 403 forbidden, undeclared general entity file. Je suis plus capable de résoudre les external entities. On est safe. Alors maintenant, on va retourner à Candide, et Candide, il est en train de faire son shopping sur l'application. Tac, on va se déloguer. Voilà, on va se reloguer. Il fait son shopping, il est content. Lorsqu'il reçoit... Ça, c'est Edge. Hein. Je n'ai pas demandé d'ouvrir le développeur ici. Un email. Cher utilisateur de Pangloss, on est vraiment content de t'offrir 80% de réduction. C'est une offre limitée dans le temps, ne perds pas de temps et clique sur ce lien. Alors bien sûr, lui, il est tout excité, il veut disposer de la réduction. Alors bien sûr, il va cliquer sur le lien. Et en cliquant sur le lien, il arrive sur cette page. Donc pour l'instant, on va complètement ignorer la mire de login qui est au milieu, ça c'est pour plus tard. Et il est très déçu parce qu'il ne sait pas comment utiliser son code, son code de réduction. Mais la vraie surprise arrivera plus tard, en regardant son relevé de compte. Il y a une grosse transaction de Pangloss qui lui a été débitée alors qu'il n'a jamais rien commandé. En fait, il vient de se faire hacker, notre cher Candide. Ce mail-là, c'est ce qui s'appelle du... Exactement. En fait, il réutilise les codes de Pangloss, d'un point de vue look and feel, pour faire croire à l'utilisateur que c'est un mail officiel avec une belle call to action ici qui va amener l'utilisateur sur un site malveillant. Comment on sait que le site il est malveillant? Bon, déjà, il reprend les codes de Pangloss, donc là, c'est pas facile, mais regardez, c'est marqué dans l'URL. Alors, c'est pas aussi simple d'habitude. C'est pas aussi simple d'habitude. Et en fait, je vais vous montrer ce qui se passe quand l'utilisateur, il arrive sur cette page. Voilà. Alors quand je lui demande pas de s'ouvrir, il s'ouvre pas. Il s'ouvre, et quand je lui demande de s'ouvrir, il s'ouvre pas. Super les développeurs tools sur Edge. Donc là, on va recharger la page.
F5, et vous allez voir qu'il y a en fait des requêtes qui partent. Et ces requêtes, eh bien, elles partent sur le back-end de Pangloss. Ici, pour simplifier, tout ce qui est sur le domaine local host, c'est le domaine de Pangloss en général. Et là, on voit qu'il y a des requêtes donc, qui partent sur /cart. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, vous voyez ici, c'est assez gros, sur le chargement de la page, on appelle une fonction. Cette fonction, elle est définie là, dans les balises script. Vous pouvez voir d'ailleurs, chose notable, les hackers ont suivi les préceptes de Clean Code. Ils ont bien nommé leur fonction. C'est à quoi elle sert? Ça s'appelle hack. Ici, on prépare un panier, carte en anglais, avec un item très cher et on va l'envoyer au hacker. Et là, on propositionne donc, le post sur le back-end de Pangloss, sur /cart, donc qui nous permet de créer un panier, on va dire pour simplifier que ça achète le panier, et tout ça c'est envoyé automatiquement une fois que la page est chargée. Alors vous allez me dire, il faut être authentifié. Bah oui, mais Candide, il est en ce moment sur le site. Vous vous rappelez, il est en train de faire son shopping à côté. Et ce script-là va bénéficier du contexte d'authentification dans le browser pour pouvoir s'exécuter comme il veut. Ça, c'est ce qu'on appelle en sécurité une Cross-Site Request Forgery, CSRF. Et pour vous montrer comment on se prémunit de ça, on va juste jeter un œil au réseau. Sur le réseau, alors je vais quand même, le refaire parce que là, sinon... il y a trop de trucs à voir. Voilà. Vous voyez qu'il y a 2 requêtes qui partent et pourtant on n'en a vu qu'une seule dans le script malveillant. Pourquoi? Mais les navigateurs modernes, et même ce truc-là, en fait, ils suivent... désolé, hein. Il y a des gens de Microsoft dans la salle. Les navigateurs modernes, maintenant ils vont s'appuyer sur Chromium pour la nouvelle version de Edge, ce sera mieux. Bon, bref. Donc les navigateurs modernes suivent les Cross-Origin Resource Sharing Policy. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, à chaque fois que vous avez un script qui est hosté par un serveur A qui essaye d'appeler un serveur B, le navigateur va d'abord demander à B si A a le droit de le faire. Parce qu'ils sont sur des origines différentes. Comment il fait ça? Le script essaye de faire son post sur /cart, qui est là. Le browser intercepte la requête, il garde l'URL, mais il change l'HTTP method to options, vers options, pardon. Et c'est comme ça qu'il va demander les droits en fait au back-end. Il va positionner des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, sinon c'est trop facile pour les hackers. Il dit, alors, mon cher Pangloss, qui est ici, moi j'ai un gars là, origine, qui s'appelle Evil Pangloss Fake, qui essaye de faire un post avec Access Request Method sur ton URL là. Par défaut, si vous ne faites rien, votre backend va dire no way. Parce que par défaut, tout est fait pour dire on interdit les requêtes de cross-origin. Mais là, eh bien, on a des headers qui nous disent ah bah moi, j'autorise avec Access Control All Origin le site malveillant à faire un post sur mon URL et c'est pour ça que le browser a fait la requête derrière. Si vous avez suivi, en fait, je suis juste en train de vous dire que Candide et Pangloss, ils se sont foirés quelque part. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que quand ils ont intégré pour la première fois leur front et leur back en prod, ça n'a pas fonctionné parce que c'était sur des origines différentes. Alors, vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là si vous avez des API Gateway ou d'autres trucs, mais dans leur cas à eux, ça n'a pas fonctionné à cause des Cross-Origin Resource Sharing Policy. Alors, ils se sont dit, mais comment on va faire? Ils sont allés sur Stack Overflow, bien sûr. Et il y a quelqu'un qui leur a dit, mais c'est facile. En fait, tu crées un filtre, un Cross-Origin Resource Sharing Filter, et tu fais ça. Alors oui, ça marche, mais ça marche trop, parce qu'on permet à tout le monde, en fait, d'appeler notre back. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Et donc là, comme je dis, par défaut, on interdit, mais si on veut autoriser qu'à notre front, il faut explicitement dire qu'il n'y a que le front qui a le droit de le faire. OK? Donc on va redémarrer, on va voir si ça corrige le problème. Alors, comme je fais de l'authentification en session, il faut que je me relogue, sinon c'est triché. Voilà, donc je me relogue. Tac. Je vais essayer de réitérer l'attaque. F5. Vous voyez que maintenant, il n'y a qu'une requête qui part. C'est la pre-flight request, donc l'options. Et maintenant, j'ai bien une 403. Ah, on est sauvé. En fait, non, parce que malheureusement, les cross-origin resource sharing, ça n'a pas été fait vraiment pour de la sécurité. Et il y a 2 gros problèmes en fait avec ce truc-là. La première,
Et c'est pour cela qu'on a une magnifique mire de login, et j'y reviendrai après, c'est qu'en fait, cette preflight request, dans la norme, on ne la fait pas si vous ne faites pas d'Ajax, c'est-à-dire que c'est un direct call HTTP, et que le content type, c'est du URL form encoded, du plain text, et l'autre truc, je ne me rappelle plus. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de preflight request. Et je vais vous le montrer que ça fonctionne, enfin qu'on est toujours vulnérable. Cette mire de login-là fait un post form à l'ancienne, hein, vous savez, quand on se redirigeait en arrivant sur le back, etc. Donc c'est un post qui n'est pas de l'Ajax. Donc ici, c'est hosté sur mon site malveillant. Et bien que j'ai les cross-origin resource sharing, vous allez voir que je vais être capable de me loguer. Donc là, j'ai un message. Là, j'avais un filtre en Ajax, je l'enlève, et vous voyez que là, j'ai un post sur login qui marche. Donc c'est bien parce que la norme le permet. Le deuxième problème, en fait, c'est un problème qui est un peu inversé, mais c'est pas grave. Ici, ça fonctionne très bien sur Edge, c'est pour ça que j'utilise là pour la démo. Ça fonctionne aussi très bien sur Firefox, cette attaque. Chrome a décidé de sortir de la norme, et eux, pour le coup, l'attaque ne fonctionne pas, ils décident quand même de faire les vérifications. Bon, on considère que c'est plus safe. Donc on est en train de dire qu'en fait, on est en train de s'appuyer sur l'implémentation du browser pour faire de la sécurité, ce qui n'est pas vraiment terrible. En sécurité, pour se prémunir d'une CSRF, on a ce qu'on appelle les synchronizer tokens, c'est-à-dire les tokens CSRF. Et vous allez voir, c'est assez simple en fait dans le principe. C'est qu'en fait, côté back, on va générer un secret, et ce secret, on va l'envoyer qu'à notre front. Le front, lui, sur toutes les méthodes qui sont censées modifier de la data, côté back, donc un post, un patch, un put et un delete, il est censé renvoyer ce secret. Si côté back, sur ces requêtes-là, il n'y a pas de secret, ou si le secret est invalide, le back va refuser de processer la requête, ce qui est beaucoup plus safe parce qu'on fait de la sécurité côté back-end. OK. Donc vous voyez un peu le mécanisme. Donc, il y a des gens ici qui font du Spring Security, j'imagine, et quand vous faites du Spring Security, cette protection est activée par défaut. Mais Candide et Pangloss, encore une fois, quand ils ont intégré leur truc, ils ont vu des erreurs partout, CSRF, invalid token, qu'est-ce qui se passe, encore un truc pour nous empêcher de bosser. Et donc, ils sont allés sur Stack Overflow, et bien sûr, ils ont trouvé qu'ils étaient capables de faire ça. Oui. Ça, c'est un truc... Vous cherchez ça sur GitHub, et vous êtes sûr de pouvoir, quasiment sûr, parce qu'il y a certains cas qui ne passent pas, de réitérer l'attaque que je vous ai montrée. Bon, donc ça, il ne faut pas le faire. Et comme je vous ai dit, par défaut, la protection, elle est activée avec Spring Security et Spring Boot. Cependant, en fait, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que dans l'intégration par défaut, Spring s'attend à ce que votre page HTML elle soit renderée dans son contexte pour y injecter les secrets. Or là, mon front-end est servi par du Node.js et en plus, je fais du client-side rendering. Donc, à moins que quelqu'un ici veut développer un plugin dans les navigateurs pour mettre Spring côté front, ce que j'espère personne ne fera, ce n'est pas possible. Mais heureusement pour nous, Angular, ce que j'utilise, supporte l'échange de cookies, enfin de tokens CSRF à partir de cookies, de manière built-in. Pour React, ça existe aussi, mais c'est une implémentation communautaire. Ce n'est pas dans React pur, mais ça existe aussi. Donc ce qu'il faut faire côté Spring, c'est de déclarer ici un cookie CSRF token repository. Alors j'insiste bien sur le fait que je vous parle de Spring, mais ces mécanismes-là existent quel que soit, bien sûr, le langage et les frameworks que vous utilisez. Mais là, je vous montre juste comment ça s'active avec Spring. Donc on dit qu'on veut un cookie token CSRF repository qui a une particularité, c'est que tous les cookies seront HTTP only à false. Pourquoi? HTTP only à true, généralement ce qu'on préfère en sécurité, parce que ça permet de dire le JavaScript n'a pas accès à ce cookie. Donc c'est beaucoup plus safe, il n'y a que le browser qui a accès. Mais là, on est obligé de le mettre à false parce qu'en fait, c'est built-in dans Angular. C'est un mécanisme d'Angular, donc Angular doit avoir accès à ce cookie. Et d'ailleurs, c'est la seule option que j'ai quand je veux initialiser ce genre de choses avec Spring. Donc maintenant, on va échanger ça sous forme de cookie. Vous vous rappelez, il faut échanger maintenant ce secret entre le front et le back. Là, pour le rendre explicite, pour la démo, ce n'était pas forcément obligé de le faire, mais j'ai un contrôleur qui me permet de récupérer le token, et je dis bien qu'il n'y a que mon front qui est capable de récupérer en fait, ce token, avec une cross-origin. Pour ceux qui connaissent, c'est redondant avec le cross-filter qu'on a vu tout à l'heure qui était global, mais c'est juste pour montrer qu'on pouvait le faire en fine-tuning sur chacun des contrôleurs. Donc maintenant,
ce qu'on va voir, c'est la dynamique en fait, qu'il y a entre le front et le back, dans le cas où tout ça c'est setupé pour que vous compreniez bien. J'ai redémarré l'appli. On va là. Hop, je vais me déloguer, me reloguer. Alors, que je ne le fasse pas à l'envers cette fois. Tac. Il faut d'abord que je supprime ça, parce que par un mécanisme magique, il a déjà le truc. Donc là, je vais me loguer. Voilà. Et vous allez voir ce qui se passe. En fait, là, on appelle l'endpoint qui me permet de récupérer le token CSRF. Et vous allez voir que le back va demander à mon front de positionner un cookie XSRF token qui contient ce secret. Donc on va enregistrer ce cookie côté browser. Ensuite, première chose que je fais, comme là c'était un logging, eh bien Angular va détecter qu'on fait un post sur login et il va positionner ici un header pour renvoyer le secret au back. Le secret, c'est le bon, le back l'autorise, c'est pour ça que j'ai un statut 200 et que j'ai été capable de me loguer. D'accord ? Chose qui n'existe que sur les loggings. En fait, en sortie de login, le back va régénérer un token CSRF, comme il régénère un JSession ID quand vous faites de l'authentification en session. Parce que ça, c'est pour se prémunir d'une section fixation ou une token fixation. Pour faire simple, si le hacker m'avait positionné une URL avec le token dedans, et que moi j'utilise pour me loguer, lui, il connaît la valeur du token et il peut l'utiliser. C'est pour ça qu'après login, en fait, systématiquement, on va régénérer le token. Donc maintenant qu'on a ce mécanisme en place, on va voir ce qui se passe sur ma mire de login déportée sur mon site malveillant. Tac, quand j'essaye de me loguer, j'ai un gros message d'erreur. Parce que, en fait, le cookie, il est lié qu'au domaine de Pangloss. Ici, vous voyez bien que j'ai sur localhost mon token CSRF qui est dans le cookie. Mais sur le site malveillant, lui, il n'a pas accès à ce cookie-là. Attendez, je suis cliqué trop vite. Je ne suis pas sur la bonne page. Non, en fait, parce que là, je suis sur le back-end. Parce que là, je suis sur localhost. Mais si je reviens là, je suis allé trop vite, désolé. Si je reviens ici, vous allez voir que je n'ai pas le cookie. Sur le site malveillant, lui, il n'a pas accès au cookie, il n'est pas sur le domaine. Donc c'est comme ça qu'on se prémunit d'une CSRF, une cross-site cross-site request forgery. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est un autre truc magique. Vous vous rappelez là du nom utilisateur magique ? Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si là, on mettait une adresse magique ? Cette adresse magique, je l'ai préparée ici, dans le code. Tac. Donc elle commence par une adresse, on va dire qu'elle existe. Derrière ça, j'ai un gros tag script, et dedans, on retrouve notre fonction hack. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction ? Elle récupère l'URL du panier courant. Ensuite, regardez, elle essaye de simuler ce que fait Angular, c'est-à-dire qu'elle récupère le token CSRF du cookie et essaye de positionner le header. Bon, ce script-là, il est sur mon disque, donc il n'est pas sur le domaine de Pangloss, il ne peut pas récupérer le cookie. Mais si c'est là, c'est qu'il y a bien une raison. On verra juste après. Ensuite, là, j'ai le payload de l'attaque. Donc, je fais du JSON patch. Je demande à remplacer dans ma ressource JSON de mon panier l'adresse en spécifiant le path. Et je vais mettre à la place 40 du rue du hacker. Et cette requête, dans cette fonction hack, elle sera exécutée ici au moyen du bouton Back to Shopping qui est sur ma page récapitulative de commande. Parce que ici, je fais un petit binding à la volée et je le rattache à mon bouton là. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais vous montrer, c'est très simple. Je retourne ici sur mon site et je vais mettre ici l'adresse magique. Je clique sur Purchase, j'arrive là. Order Summary Page, OK. Vous voyez là, j'ai 15 rue du Meilleur des Mondes à Paris, c'était le début de mon adresse. Mais en fait, si on regarde un peu plus dans le détail, tac, là, eh bien, regardez, le script, il a été inliné. Parce qu'en fait, j'ai mis ça dans mon champ adresse, ça a été stocké côté back, et le front, quand il a voulu renderer en fait mon script, mon adresse, eh bien, il s'est fait avoir parce qu'il a tout renderé, et maintenant, j'ai un script qui est servi par mon propre front, qui vient pas de chez moi. Et ce script, du coup, il va avoir accès. Il bypass tout ce qui est cross-origin, puisqu'il est sur la même origine, hein, c'est Pangloss, donc ça marche. Et CSRF, il a accès au cookie, il est sur le même domaine.
Ça, c'est ce qu'on appelle du cross-site scripting, injection JavaScript, et dès que vous avez ça, toutes les autres mesures de sécurité, vous pouvez oublier, parce que ça pète vraiment tout. Et pour vous montrer que ça fonctionne, là, je vais cliquer sur Back to Shopping, je vous dis que ça va exécuter la fonction. Hop, donc, ça exécute la fonction, parce que j'ai rajouté un event listener en plus, mais le comportement par défaut, c'était de revenir sur la page principale. Et là, quand je vais faire back, vous vous rappelez, c'était 15 rue du Meilleur du Monde à Paris, dans l'adresse, et maintenant c'est 42 rue du Hacker. Donc ça a bien changé mon adresse. Oui, je me suis hacké tout seul, mais je ne voulais pas créer plusieurs écrans, etc. On pouvait rattacher ça à des chargements de pages sur des pages d'administrateurs, ça va marcher très bien aussi. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'on était capable de faire l'injection JavaScript. Donc comment on se prémunit de ça? Alors sachez que Angular a pas mal de protection par défaut, parce que là j'utilise Angular, que je vous parle de ça, mais il y a des patterns qui passent toujours. Mais on ne va pas voir comment se prémunir côté front, on va voir comment se prémunir côté back. Pourquoi? Parce que des fois, ce n'est pas nous qui développons les fronts qui nous consomment. Et il y a un autre principe en sécurité, c'est qu'il ne faut pas être vecteur d'attaque. D'accord? Donc c'est pas parce que l'injection JavaScript ne va pas vous impacter vous en tant que back-end, parce que vous êtes en Java, admettons, qu'il faut permettre aux gens d'injecter du JavaScript. D'accord? Il faut protéger en fait les fronts qui nous consomment. Et sachant que vous n'avez pas maîtrisé la technologie qui va consommer tout le temps en fait vos bacs, il faut sécuriser ça dans votre propre code. Donc on va voir comment on fait ça. Vous allez voir, c'est très simple. Là, j'ai à l'endroit où on stocke l'adresse. Et je vais faire ce qu'on appelle de l'input validation. Je vais utiliser ici Hibernate Validator. Alors vous inquiétez pas, l'input validation, ça existe dans tous les langages, tous les frameworks, avec des frameworks en plus. Mais là, en mettant SAF HTML, je dis que je ne veux pas stocker de méchants scripts en fait, dans l'adresse. Donc les balises script sont interdits. Les autres tags vont être permis, mais pas les balises script. Donc, on va voir si ça corrige le problème. Hop, je reviens là. Je vais devoir me reloguer. Tac. J'ouvre les Developer Tools. Je vais passer sur le réseau. XHR, très bien. Il va enregistrer automatiquement l'adresse quand je perds le focus. Donc vous voyez déjà, j'ai un message d'erreur. Et là, maintenant, bad request, il me dit forbidden HTML characters detected. Donc je suis maintenant prémuni d'une injection JavaScript sur mon champ adresse. Bon, j'ai un dernier truc à vous montrer. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Spring Data REST ici? Ah, c'est cool. Alors, pour ceux qui font du Spring Data REST, en fait, bon, là, je vais vous montrer une occurrence d'un problème qui est en fait général à tout le monde. Mais ceux qui font du Spring Data REST, ils vont bien flipper. Alors, je vais aller un peu vite. Je vais créer un panier. Quand je crée un panier, par défaut, mon adresse est vide. Maintenant, je vais rajouter une adresse dans mon panier. Je fais encore du JSON patch, donc je dis je veux remplacer dans le panier existant le path adresse et je vais mettre 15 rue de la Paix à Paris dedans. Tac, ça marche. J'ai 15 rue de la Paix à Paris. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'envoyais une requête comme ça? Donc au lieu du path, là, il y a du Java serialisé. Alors c'est pas du vrai Java serialisé, c'est du gadget SPEL Spring, mais bon, c'est pas grave, je simplifie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Java, getRuntime de execCalc.exe, ça va m'exécuter la calculatrice Windows. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai envoyé ça côté back, à votre avis? Il va se passer quoi? Alors, mais où? Ça va ouvrir la calculatrice côté back. Vous avez vu, hop, elle s'est affichée. Bon, là, je suis en localhost, mais voilà. Ça, c'est une remote command execution qui est due à un problème d'insecure deserialization. En fait, il y a une faille connue dans la version de Spring Data REST que j'utilise. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne. En fait, là, quand vous faites du Spring Data REST, quand vous dites « je veux modifier tel path », il fait un espèce d'éval sur le path sur l'objet JSON, on va dire, pour simplifier en JavaScript. Donc, il fait un eval, ça lui permet d'avoir l'adresse à modifier dans l'objet. Mais quand on met ici, ça, en fait, il se fait avoir, il exécute le Java. C'est pour ça qu'on a été capable d'exécuter ça côté back. Donc ça, je l'aurais su. Si j'avais utilisé des applications comme dégage
Dependency Track, qui est un outil open source et gratuit d'utilisation de la fondation, qui en fait va analyser toutes vos dépendances, quel que soit votre langage. Ça marche avec Java, ça marche avec JavaScript, je crois que ça fait du Ruby aussi, ça fait plein de choses. Et ça va reporter dans toutes vos dépendances les failles de sécurité connues. Et là, il me dit, dans la version de Spring Boot que tu utilises, tu es vulnérable en fait, à cette attaque. Il faut que tu passes à la version 1.5.9. Si j'avais suivi ce truc-là, je n'aurais pas été vulnérable. Donc, utilisez ce genre d'outil parce que vous allez avoir plus de vulnérabilité dans vos dépendances que dans votre propre code. En plus, c'est open source, donc c'est... Voilà. Donc, vous pouvez mettre ça en place facilement. J'ai des liens dans mes slides. Et pour finir, c'est à toute fin, ça, je vous ai présenté le top 10 de WASP des erreurs les plus communes en sécurité. Si vous cliquez sur le top 10, là, vous allez avoir plus de documentation. Ça, c'est super important. S'il y a un seul truc que vous devez garder, c'est ça. Vous pouvez le scanner. C'est un article qui vous permet de sécuriser vos apps en 20 minutes super rapidement, quel que soit le langage, plein de principes, etc. Et après, c'est la dernière slide pour dire au revoir. T'inquiète. J'attends juste qu'il scanne. C'est bon? Non? Après, il y a des gens qui se marrent. C'était un hack. Merci à tous. Merci Julien.